Bonjour à tous et merci d'être dans notre rendez-vous Mon Quotidien TV. Je vous rappelle le principe de cette émission. Nous recevons une personnalité qui répond à nos questions pendant à peu près 20-25 minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cyril Bernard. Cyril, bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous parler pour la première fois dans l'émission. On va parler un peu musique et ça fait plaisir parce qu'on a rencontré des gens de la politique, on a rencontré des gens du monde de l'entreprise. Vous êtes dans le monde de l'entreprise naturellement, Tout à fait. mais vous avez une particularité. Expliquez-nous quelle est votre entreprise, comment elle s'appelle et de quoi ça parle. Alors, mon entreprise s'appelle Vintage Japan Guitars. C'est une société en fait d'import, de restauration, de réparation et de vente d'instruments. Ce sont des instruments spécialisés en fait sur une certaine période, surtout des années 70 à la fin des années 80, où c'est des reproductions de guitares des grandes marques américaines. D'accord. Voilà. Et pourquoi Japan du coup? Parce que ça fait 20 ans que je joue sur ces instruments-là, qui sont très très bonne facture, à des prix qui sont bien plus intéressants qualitativement par rapport à ce qu'on pourrait trouver à la concurrence. D'accord. Voilà. J'imagine qu'on n'arrive pas dans un métier aussi spécifique que celui-là par hasard. C'est quoi le chemin? Comment est-ce que Cyril Bernard est arrivé dans ce domaine d'activité si particulier? Alors, je suis guitariste depuis petit, depuis que j'ai 7 ans. Donc, c'est avant tout une passion. Et puis qui, au fur et à mesure, s'est développée. C'est une passion qui s'est transformée en activité principale depuis maintenant 3 ans. Alors 3 ans, on va faire un petit feedback en arrière parce que votre carrière professionnelle n'a pas commencé il y a 3 ans. Cyril Bernard, avant cette expérience-là, c'était un commercial dans une grande entreprise, je crois. Oui et non. Pour la grande entreprise, c'est aussi le cas. Non, disons que j'ai été commercial, business developer, on appelle ça comme on veut, ou ingénieur avant-vente également pendant un moment, sur le secteur informatique et télécom. Et puis, des chemins différents m'ont fait m'ont fait rejoindre ma passion, tout simplement. Voilà, il y a des erreurs de parcours à un moment donné, mauvais choix de structure. Un choix d'activité qui s'est arrêté et donc j'ai transformé mon activité vers le grand public, Alors du coup, vers la restauration. cette restauration, c'est quoi le processus? J'imagine qu'il y a des étapes à respecter pour pouvoir remettre en état une guitare qui est endommagée. Comment ça fonctionne? Oui, oui, tout à fait. Alors même bien avant ça, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche qui est fait en amont au Japon pour trouver des exemplaires qui m'intéressent et qui seraient susceptibles d'intéresser mes clients également. Et une fois qu'elles arrivent, il y a tout le process. Déjà, c'est déjà un état des lieux, un diagnostic, savoir si l'électronique fonctionne, si la lutherie est opérationnelle ou pas. Ensuite, un nettoyage complet, donc c'est le nettoyage du corps, mais c'est aussi le nettoyage des frettes, le polissage, enfin tout ce qui est esthétiquement ou cosmétique. Et puis après, ça va être la réparation de l'électronique, réparation d'un point de vue luthier s'il y a nécessité, et puis changement des frettes par exemple, ou planimétrie, ou réparer une tête cassée, ce qui arrive relativement rarement. Et puis ensuite, on passe à une étape de réglage. Donc, voilà. Alors du coup, pour trouver ces phases de recherche, vous procédez comment? Vous cherchez sur Internet, vous vous déplacez sur place, vous avez des gens sur place qui cherchent pour vous, comment ça marche? Alors, me déplacer, non, parce que j'ai des prix de vente qui sont très serrés, donc l'objectif étant pas de faire exploser les coûts non plus. Donc oui, il y a une recherche qui est faite à travers Internet, et après je travaille avec des contacts qui peuvent être sur place et qui peuvent me faire également remonter de l'information. Et du coup, la communication se fait en anglais? En anglais, ou alors ça peut être en français, ça dépend en fait qui me remonte l'information. Et puis il y a une grosse partie surtout qui est mon fait en fait avec une recherche active permanente. D'accord. J'imagine que pour trouver l'équilibre budgétaire et avoir un business plan qui tienne la route dans votre activité, c'est pas simple. Est-ce que là, ça fait 3 ans que l'entreprise Mhm. existe. Est-ce que vous arrivez à tenir vos objectifs de développement? Est-ce qu'on a une croissance constante? Est-ce que vous avez un chiffre d'affaires fixe sur lequel vous pouvez vous appuyer? Comment ça fonctionne? Alors j'ai un chiffre d'affaires qui est globalement à peu près stable, sauf sur cette année qui est catastrophique. Ouais, l'année dernière qui était un peu particulière, oui. Voilà, enfin oui, sur 2020, cette année 2020, on a eu les grèves, les mouvements sociaux, donc ça a un impact puisque j'ai une clientèle qui est à la fois locale, francilienne, et une clientèle qui peut être française ou européenne. Donc ça a eu un impact déjà, puis la Covid a eu un impact aussi sur le business. Import-export. Et alors, ça, après, ça, c'est encore d'autres choses. C'est-à-dire, moi, ça a clairement
Ça a clairement impacté en fait mon cycle de vente, dans le sens où normalement en 15 jours je fais arriver mes instruments que j'ai achetés, et que là on était plutôt sur un mois et demi, lié au transporteur, à la logistique, etc. Donc c'était beaucoup plus long, et me faisant sortir plus de fonds de roulement pour pouvoir subvenir et tenir un stock à peu près à jour, ce qui n'est pas le cas depuis des mois. Vous avez pu obtenir des aides de l'État? Alors les aides, il y a les aides, il y a eu les aides classiques de 1 500 euros. Après, voilà, on a fait à peu près le tour. Vous avez fait le dos rond, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez mal au dos. Exactement, voilà, j'ai mal au dos, je le dis, sciatique, le dos rond, c'est très très bien vu. Ouais. Oui, il n'y a pas le choix, de toute façon, l'activité, elle est plutôt en berne, elle est difficile. Donc là aussi, c'est plutôt une décroissance sur cette année, mais il faut faire le dos rond pour justement tenir le cap là, sur cette année 2021. Alors, aidez-nous à comprendre, parce que tout le monde n'est pas féru de guitare et pas spécialiste, c'est quoi les particularités, les différentes... alors, évidemment, il y a les Gibson, il y a les Stratocaster. Est-ce qu'il y a d'autres modèles? Faites-nous un peu voyager dans votre univers. Non, alors, des marques, alors vous avez cité une marque qui est Gibson, qui est une marque américaine, historique. Stratocaster est un modèle de la marque Fender, marque également historique. Et puis on a eu toute l'industrie facturière qui s'est en fait développée, hein, que ce soit en France, que ce soit dans les pays de l'Europe de l'Est, en Italie, etc. Ça c'est plutôt la période années 50, années 60. Et puis au fur et à mesure, on a cherché des coûts de fabrication qui étaient de moins en moins onéreux, pour pouvoir proposer soit des tarifs bas de gamme, soit augmenter les marges. Voilà globalement. Donc des marques, il y en a eu énormément. Moi, sur les marques japonaises, ce sont des marques qui étaient destinées au marché japonais uniquement, puisque un instrument américain coûtait 6 à 8 mois de salaire, hein, enfin, globalement, et donc n'était pas forcément accessible au commun des mortels. Donc ces marques japonaises qui fabriquaient déjà pour leur marché intérieur se sont mis en fait à reproduire les modèles que les gens attendaient, c'est-à-dire les modèles de ces marques américaines. Mais alors justement, moi je ne suis pas un spécialiste des guitares. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces différents modèles que vous recherchez pour vos clients? Euh, ça, Ah, Comment est-ce qu'on peut les comparer? Comment est-ce qu'on peut les définir? Qu'est-ce qui va faire qu'un client va s'orienter plutôt vers un type de guitare ou un autre? Est-ce que c'est tout simplement par rapport à leurs goûts musicaux? Parce que les Stones utilisaient tel type de guitare, on va avoir envie de prendre cet instrument? Ou est-ce que c'est quand on fait un style de musique? Comment ça marche? Alors, il y a une multitude de facteurs, hein, qui font que les personnes vont acheter telle ou telle marque, peu importe. Après, là, on est sur des instruments qui ont globalement 40 ans. Si on veut se tourner vers les guitares américaines, malheureusement, les prix ont explosé, et on se retrouve avec des instruments à 2, 3 000, 4 000, 15 000 euros, enfin bon, peu importe. L'avantage avec ces guitares japonaises, c'est qu'on a un prix qui est bien inférieur. Hein, globalement, moi, mon prix moyen tourne aux alentours de 800 euros pour des instruments qui ont aussi 40 ans, qui ont vieilli, qui sont bien bâtis d'un point de vue qualité des bois. Et donc, je pense qu'il y a cet argument. Moi, c'est ça, il y a 20 ans, qui m'a permis de me tourner vers ces instruments, parce qu'on avait des instruments et de qualité à des prix accessibles. D'accord. Et alors, du coup, vous avez aussi décidé de créer, je crois, vos propres guitares Voilà, avec. Voilà, c'est c'est ça. le t-shirt que vous portez, Little Exactement. Wings. C'est une histoire très locale. Alors, tout le monde ne sait pas où on est, donc je veux bien que vous nous racontiez l'histoire, que vous nous placiez géographiquement l'histoire. Racontez-moi cette histoire, c'est quoi? Alors, Little Wings, ça a été un projet qui a été initié avec mon confrère et copain, donc Laurent Durocher, qui est luthier. On est installés tous les deux dans le même atelier pour proposer en fait différents services. Donc le service lutherie tout à fait classique de réparation, de réglage, le service de vente de guitares japonaises, et on a créé effectivement la marque Little Wings qui nous tenait à cœur, qui est une revisite de certains instruments, et puis des modèles un peu plus originaux faits à notre sauce, donc qui sont faits dans notre atelier. Donc on est sur de la guitare artisanale et de la guitare de luthier. C'est du Made in France. Seine-et-Marne, Ouais, Made in c'est ça. France, Made in Seine-et-Marne. Exactement. Et donc c'est au Carré d'Art Tout à fait. à Céris. C'est ça, Voilà, au d'accord. carré d'art. Et du coup, ça, c'est une aventure qui a commencé il y a combien de temps? Alors oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, si globalement décembre 2019. D'accord. Et le démarrage se passe bien?
Vous avez... Le démarrage s'est fait, alors on a attendu parce qu'il y a le temps de faire les prototypes, on a retravaillé les notions de poids, les notions de lutherie, le temps de choisir les bons composants, les bons bois avec les bonnes harmoniques, la bonne dynamique, etc. Donc ça a pris un peu de temps. La crise du Covid est apparue, donc on a attendu un petit peu et puis finalement on s'est lancé dans le bain en juin 2020. Voilà, donc il y a une effervescence qui s'est créée avec une page Facebook qui est plutôt bien dynamique, avec pas mal de personnes qui nous suivent, quelques milliers par chance, et puis un site internet aussi qui est présent sur lequel les gens peuvent configurer leur instrument en fonction du type de manche qu'ils veulent, en fonction de tel ou tel micro, de tel et tel composant, voilà, avec un configurateur financier derrière qui leur permet de savoir combien va leur coûter l'instrument. Et voilà, puis après les gens peuvent venir à l'atelier aussi, discuter avec nous de leur projet, et puis on a leur disposition pour pouvoir en discuter. Et donc des instruments qui peuvent s'adapter spécifiquement pour les gauchers? Du tout. Non. Du tout. C'est pas ça. Non, non, non. Droitier, c'est vrai que l'idée de base, et vous avez raison, l'idée de base était de pouvoir aussi proposer des instruments pour les gauchers. Malheureusement, il y a quand même des difficultés qui sont de l'ordre de l'approvisionnement, en termes que ce soit en termes de pièces détachées, notamment, et qui font que le marché du gaucher est déjà un marché qui était très très restreint, et en plus avec des problèmes d'approvisionnement. Enfin, il faut se remettre dans le cadre du Covid. Donc on a plutôt délaissé l'idée, on y reviendra peut-être, mais pour le moment, elle est mise de côté. C'est mise de côté. Voilà. Alors vous parliez du Covid, évidemment, on ne peut pas passer outre quand on fait ces émissions, on parle d'acteurs économiques, on parle de gens qui ont dû souffrir de ces conditions-là. Vous, comment vous avez appréhendé ces nouvelles conditions de travail? Quel est votre regard avec un peu de recul, puisqu'on est bientôt à 1 an du début du Covid en France? Est-ce que vous avez fait évoluer votre façon de travailler et quel regard vous portez peut-être sur la façon dont il a été géré en France? Alors sur la première partie de la question, je me suis toujours tourné, lorsque j'ai lancé ma structure, je me suis toujours tourné aussi via les ventes sur Internet. Donc moi, ça m'a permis de tirer quand même mon épingle du jeu puisque j'étais pas lié à une clientèle qui était uniquement locale. Encore une fois, j'ai une clientèle qui est partout en France et européenne. Donc ça m'a quand même sauvé quelque part sur pouvoir subsister, puisque l'activité était quand même pas à la normale. Donc voilà comment j'ai pallié en fait. J'ai continué de communiquer, même si j'ai eu du mal à faire venir des instruments, etc. Mais j'ai pu quand même compter sur mes clients que je remercie, puisque ça m'a permis de faire perdurer l'activité. En revanche, après, sur la manière dont ça a été abordé, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment se placer. Un coup, on est en confinement, un coup, on ne l'est pas, un coup, on peut ouvrir, un coup, on ne peut pas, un coup, on a les règles d'hygiène, un coup, ça change, etc. Alors, je dirais qu'on n'est presque pas les plus mal lotis comparé à certains secteurs d'activité, puisque nous, on n'a pas été impactés comme les restaurateurs, par exemple, où on leur a dit oui, et puis finalement, au fur et à mesure, on leur a augmenté la charge de restriction, jusqu'à plus rien. Donc on n'a pas été si impacté que ça. En revanche, ce qu'on a mis en place, c'était un système, et qui est toujours d'ailleurs actif, d'une seule personne dans l'atelier, masqué évidemment, avec à disposition du gel hydroalcoolique et un atelier ventilé, de manière à pouvoir recevoir correctement les gens. D'accord. Voilà. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment au début du Covid pour mieux appréhender encore les choses, peut-être encore plus pousser dans le digital? Certainement que votre expérience de commercial dans le passé vous a permis aussi de pouvoir déplacer le curseur d'une bonne manière? Le digital, j'y étais déjà, avec par chance une belle communauté sur ma page Facebook. J'ai à peu près 8000 personnes qui me suivent, donc ça fait quand même une belle communauté. Je crois pas, non. Je crois pas. Là, de ce côté-là, j'aurais pas pu espérer mieux, en fait. Donc, j'ai une notoriété qui est plutôt bien établie, avec un suivi de personnes et une page active. Donc, c'est ce qui m'a permis vraiment de sortir mon épingle du jeu, ce qui n'a pas forcément été le cas de tout le monde. Vous travaillez avec la France, vous travaillez aussi avec l'Europe. Ça représente combien de parts de marché
approximativement sur votre activité, le travail sur le marché européen? En temps normal, on était entre 10 et 20%, et depuis, ça s'est complètement, enfin avec la Covid, ça s'est complètement écroulé, hein, c'est resté franco-français. C'est ça. Alors, donc, la gestion de la crise au niveau européen pour l'activité économique, ça a été complètement, ça a été compliqué pour vous. Oui, oui, bah, il y a forcément une. Attention à votre micro, qu'on puisse Oh, continuer de vous entendre. pardon. Non, non, il n'y a pas de problème. Il y a eu forcément un impact, hein, de toute façon, sur mon nombre de ventes. Il y a eu un impact également côté français, puisque bah, les gens se sont concentrés, moi le premier, hein, d'ailleurs, hein, sur les achats de première nécessité. Après, il y a eu une incertitude aussi, hein, qui s'est jouée avec des emplois en jeu, également, des gens qui ne savaient pas si à la fin de l'année ils étaient encore ou pas dans leur entreprise, des gens qui sont en activité partielle, qui touchent des salaires moindres. Donc tout ça fait partie de ma clientèle, hein. Donc les gens, effectivement, au lieu de mettre 800 € dans une guitare, je comprends, hein, 800 €, ils remplissent le frigo pendant un bon moment. Bah oui. Donc forcément que ça a décalé un certain nombre de ventes, que ça a freiné un certain nombre de personnes sur leur achat. Après, encore une fois, on fait le dos rond, on prend les aides de la famille, on prend les aides bancaires, et puis on essaye de se débrouiller avec ça, puisqu'on n'a que ça. Moi, demain, si mon activité ferme, malheureusement, le Pôle emploi ne me reçoit pas. Et du coup, c'est quoi les perspectives que vous avez, votre vision à court terme, est-ce que vous avez d'ores et déjà commencé à prendre certaines décisions ou des orientations stratégiques? Non, pas encore. En fait, l'idée est plutôt de continuer sur ce que j'avais lancé sur 2019, c'est-à-dire continuer cette partie digitale, continuer à avoir des instruments qui ne soient pas disponibles sur le marché français. Encore une fois, hein, c'est des instruments qui sont uniquement disponibles sur le marché japonais à la base. Mhm. Donc d'avoir des belles pièces à proposer, de pouvoir monter en gamme, ça oui, moi je suis plutôt sur du moyenne gamme, c'est de pouvoir monter en gamme aussi pour pouvoir bah, de donner l'envie à d'autres personnes sur des instruments plus cossus. Et puis c'est aussi le développement de la marque Little Wings, de manière à créer en fait cette nouvelle marque, la développer de fond en comble, je dirais. Mhm. Et du coup, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir passer certaines étapes? Est-ce que par exemple, des contacts à l'étranger qui puissent faire le lien encore plus vite, peut-être au Japon pour vous permettre d'acquérir des pièces plus rapidement, à meilleur prix, des choses comme ça, est-ce que ce sont des pistes? Est-ce que sur le marché européen, vous avez besoin de points d'ancrage à des endroits, et si oui, quels sont les pays ou les secteurs vers lesquels vous orientez? Alors sur la partie japonaise, tout le cycle de chaîne logistique, il est maîtrisé. Donc ça ne me pose pas de problème pour le moment. C'est surtout le développement Little Wings où il nous faudrait déjà des relais français, c'est-à-dire avec des boutiques qui souhaitent bien accueillir nos instruments pour que les gens qui, je ne sais pas, qui sont, j'en sais rien moi, sur Toulon, qui puissent aller dans cette boutique à Toulon, par exemple, et puis qui puissent essayer l'instrument et se dire, OK, moi ça m'intéresse, et bien je l'apprends. Donc en fait, on a besoin de démultiplier la présence pour pouvoir aussi nous faire connaître, puisque la communication numérique, c'est un point. On travaille aussi, on a envoyé nos instruments à des youtubeurs, etc. Les retours ont été excellents, donc ça nous donne une portée, une visibilité. En revanche, quand on achète un instrument, on a besoin de le toucher. On a besoin de savoir comment on est d'un point de vue confort, comment ça sonne, ce qu'on va pouvoir en faire. C'est le propre de globalement tous les guitaristes. Et la problématique, c'est que pour le moment, on n'a pas de points de relais sur lesquels on pourrait s'appuyer. Donc le développement sur 2021, donc cette année, serait effectivement qu'on puisse ouvrir des points de vente. Les ouvrir ou travailler avec des revendeurs déjà en place? Vous avez déjà commencé à en contacter Alors on en a contacté, on a été contacté. Après, tout le monde sort d'une année 2020 où c'est compliqué, donc ça nécessite aussi des fonds pour eux et puis nous de l'investissement. Donc voilà, il y a des pourparlers, ça avance et puis on espère que ça va pouvoir déboucher. Vous êtes dans un métier d'artisan, Oui. d'artisanat. Souvent, dans ces métiers-là, la transmission est aussi un élément qui est importante pour les artisans. Est-ce que vous avez prévu de bénéficier notamment des aides de l'État pour pouvoir prendre un apprenti ou transmettre votre passion à des générations futures? Alors, non,
pour répondre à votre question. Encore une fois, même si un apprenti, c'est super, etc., on n'a pas encore le besoin. C'est pas une question de besoin, c'est qu'il faudrait plus de boulot, vraiment, Oui. pour qu'on puisse prendre un apprenti, parce que si c'est pour qu'il reste 5 heures ou 6 heures de sa journée à quasiment rien faire, je ne vois pas l'intérêt pour lui, même s'il y aura de la transmission, mais ce ne sera pas assez. Donc il va falloir revenir sur un cycle d'activité qui soit un peu plus soutenu pour pouvoir prendre un apprenti. Voilà. Après, on a en fait des stages Guitar Tech pour permettre, alors c'est plutôt vers nos clients, mais pour leur permettre, voilà, ou même débutants ou confirmés, pour qu'ils apprennent à régler leur instrument, pour qu'ils apprennent à faire certaines opérations en fait tout seuls. Donc c'est aussi ouvert à des gens qui seraient en tournée et qui n'ont pas forcément de guitaristes techniques ou des guitaristes techniques qui sont en tournée pour leur apprendre à faire les bons gestes en fait. Donc on a ce genre de choses, c'est évidemment en forme de prestation payante, donc c'est un peu différent sur le modèle, mais pris en charge par les OPCA? Absolument pas. On n'a pas ouvert de dossier. C'est un peu. Mais ça fait partie des pistes de réflexion. Ça, on pourrait effectivement. Ouais. Pour le moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut d'abord un dossier, mais pour avoir ce dossier, il faut avoir un autre dossier, puis etc. Ouais. En fait, c'est loin d'être simple. Ouais. Au final, alors vous parliez d'apprentis, il y a un certain nombre d'opérations qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils pourraient se blesser, un certain nombre de produits qu'ils ne peuvent pas utiliser. Enfin, on ne s'en sort pas à un moment donné, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc voilà, pour le moment, on a des stagiaires de 3e qui découvrent le métier, c'est déjà bien. Après, on verra comment transmettre. Vous avez décidé d'engager un partenariat avec une association caritative qui vient en aide aux enfants, qui apporte du bonheur aux enfants qui sont hospitalisés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et des raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous engager à leur côté? Alors, donc au niveau de Vintage Japan Guitars, je reverse en fait 2% du chiffre d'affaires à l'association Le Rire Médecin, qui est une très très belle association qui accompagne effectivement les enfants qui sont en maladie longue durée dans les hôpitaux, pour leur apporter de la joie, du bonheur, du sourire. Voilà, à travers des spectacles, un clown qui vient, etc., qui vient les animer quelques heures dans leur journée. Pourquoi? Alors c'est une démarche de ma part qui est... Voilà, c'est vous qui avez fait le pas? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un vrai partenariat avec un document signé, etc. Parce que moi-même j'ai des enfants, parce que c'est une cause qui me touche. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Hein. On veut souvent, les entreprises prennent beaucoup, mais reversent assez peu. Alors, métier de luthier ou de restaurateur, etc., on n'est pas sur des métiers où on gagne notre vie de dingue. Hein. Il faut bien le comprendre. Mais en revanche, de pouvoir reverser, c'est un acte citoyen, en fait. Eh bien, merci Cyril Bernard pour cette belle rencontre. Eh bien voilà, c'est fini pour cette émission. Donc, je vous propose un rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 18 h, pour une prochaine édition de Mon Quotidien TV. À très bientôt.